Page 138. En 1849, le poète Victor Hugo sollicita vainement la grâce d'un des condamnés de l'affaire Bréa. En 1851, son fils aîné fut traduit en cour d'assises pour avoir protesté dans le journal L'Événement contre une exécution qui s'était accomplie avec des détails horribles. Victor Hugo défendit lui-même son fils, qui, malgré la plus étincelante, la plus émue, la plus belle des plaidoiries, malgré le discours plein d'âme et de grandeur qui remua toute l'assistance, fut condamné à 6 mois de prison après que son père lui eut dit, dans une péroraison digne de la harangue, « Mon fils, tu reçois aujourd'hui un grand honneur, tu as été jugé digne de combattre, de souffrir peut-être, pour la sainte cause de la vérité. Sois fier, toi qui n'es qu'un simple soldat de l'idée humaine et démocratique. Tu t'es assis sur le banc où s'est assis Béranger, où s'est assis Lamennais. Sois inébranlable dans tes convictions, et que ce soit là ma dernière parole, si tu avais besoin d'une pensée pour t'affermir dans ta foi au progrès, dans ta croyance à l'avenir, dans ta religion pour l'humanité, dans ton exécration pour l'échafaud, dans ton horreur des peines irrévocables et irréparables, songe que tu es assis sur ce banc où s'est assis Lesurque. En 1854, Victor Hugo habitant Jersey, apprit qu'on allait pendre un homme à Guernesey et écrivit une lettre magnifique aux habitants de l'île qui demandèrent la grâce du condamné, grâce refusée. Cela valut à Lord Palmerston, secrétaire d'État à l'intérieur en Allemagne, une épître sanglante dans laquelle il est dit, entre autres choses, « Nous habitons, vous et moi, monsieur, l'infiniment petit. Je ne suis qu'un proscrit, et vous n'êtes qu'un ministre. Je suis de la cendre, vous êtes de la poussière. D'atome à atome, on peut se parler. Vous avez dit que la justice suive son cours. Vous avez donné cet ordre comme un autre. Les rabâchages sur la peine de mort vous touchent peu. Pendre un homme, boire un verre d'eau. Vous n'avez pas vu la gravité de l'acte. C'est une légèreté d'homme d'État, rien de plus. Monsieur, gardez vos étourderies pour la terre, ne les offrez pas à l'éternité. » On le voit ensuite intercédant pour John Brown en Amérique, pour des condamnés de Belgique. En 1862, il se mêla au grand débat de la République de Genève relatif à la peine de mort. Dans une lettre, exprima le plus puissant des arguments en faveur de l'abolition. De quel droit constituez-vous Dieu juge avant son heure. Quelle qualité avez-vous pour le saisir? Est-ce que cette justice-là est un des degrés de la vôtre? Est-ce qu'il y a plein pied de votre barre à celle-là? Après monsieur Troplon, Dieu? De deux choses l'une. Ou vous êtes croyant, ou vous ne l'êtes pas. Si vous êtes croyant, comment osez-vous jeter une immortalité à l'éternité? Si vous ne l'êtes pas, comment osez-vous jeter un être au néant? Il y a sans doute des raisons pratiques à opposer à cette théorie digne de séduire une noble imagination, mais nous ne faisons ici que suivre la pensée de Victor Hugo qui veut la pitié suprême. Fidèle à sa croyance que la vie humaine est inviolable, il a tiré plus tard de ce fait que Bazaine, condamné à mort, a eu la vie sauve, cette conclusion que la peine de mort a été abolie dans l'armée. Pour lui, en jugeant que Bazaine, assassin de sa patrie, méritait la mort, et en déclarant qu'il devait vivre, le Haut Conseil de guerre a décidé que désormais, ni la trahison, ni la désertion à l'ennemi, ni le parricide, car tuer sa patrie, c'est tuer sa mère, ne seraient punis de mort. Cette déduction
est logique. Aussi fut-il tenu compte, grâce à ce raisonnement irréfutable, de son intercession en faveur d'un soldat qu'on allait fusiller à Aix au mois de février 1875. La vie de ce soldat, qui s'appelait Blanc, fut épargnée. D'autres existences furent sauvées, grâce aux observations présentées par le poète à M. Thiers. La bonté est la vertu principale de ce génie qui est doux parce qu'il est puissant, qui pardonne parce qu'il est fort.